Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présent. Donc, je me présente, je m'appelle Brice Fabre, je suis économiste à l'Institut des politiques publiques. Et donc, je vais vous présenter une étude sur les impacts redistributifs du budget 2022 avec une rétrospective sur ces 5 dernières années, sur le quinquennat. Donc, c'est un travail réalisé avec Paul Dutronc-Postel, Chloé Lallemand, Nolwenn Loisel et Lucas Pouchny. Donc, en guise d'introduction, quelle est la question que l'on se pose dans cette présentation? C'est la suivante. Donc, quels sont les impacts redistributifs des mesures socio-fiscales à destination des ménages? Donc, le contexte général, c'est dans l'ensemble une baisse des prélèvements obligatoires avec, de manière générale, plus 24 milliards de revenus disponibles annoncés par le gouvernement, notamment dans le cadre du dernier rapport économique, social et financier, et avec des mesures socio-fiscales de différentes natures. Donc on a des baisses d'impôts directs, mais aussi des hausses d'impôts indirects, des hausses de prélèvements sociaux. Côté prestations sociales, on a certaines prestations sociales qui sont revalorisées, d'autres sous-revalorisées. Donc de par la diversité de la nature de ces mesures, on anticipe clairement des effets hétérogènes qui se cachent derrière la hausse globale du revenu disponible des ménages. Donc c'est à cette question des effets redistributifs que l'on va tenter de répondre avec deux parties. Dans un premier temps, le budget 2022, donc les mesures nouvelles pour 2022, et dans un second temps, l'ensemble des mesures socio-fiscales du quinquennat. Donc avant de passer aux résultats, bien sûr, un petit point sur la méthodologie. Donc on mobilise pour ce travail le modèle de microsimulation développé à l'IPP, le modèle TACSIP dans sa version 2.0. Donc quel est le champ des mesures déjà étudiées et couvertes par ce modèle? Donc ce sont les mesures socio-fiscales à destination des ménages. Donc on entend par là l'ensemble des mesures relatives aux prélèvements obligatoires et aux prestations sociales. Donc, qu'est-ce qu'un modèle de microsimulation? Grosso modo, on a une base de données et un calculateur. Donc une base de données représentative de la population française où on a pour l'ensemble des individus l'ensemble des informations qui nous permettent de simuler les prélèvements obligatoires et les prestations sociales. Et donc ça, on peut faire cette simulation dans un système après réforme, dans un système avant réforme, et en raisonnant par différence, on a les effets redistributifs. Donc côté données, en fait, on mobilise tout un ensemble de sources administratives complétées de données d'enquête. Donc ici, il y a toute la liste. Et donc j'en profite pour remercier l'ensemble des producteurs de données, notamment DGFiP et INSEE, et aussi le CSD pour l'accès à ces données. Et que l'on connecte à un calculateur socio-fiscal, donc cette base de données issue de l'ensemble de ces sources, au calculateur OpenFisca, libre, collaboratif. Et je remercie aussi toute la communauté qui a derrière le développement de ce simulateur. Donc cette présentation sera on mobilise en fait cet outil pour 2 exercices. Le premier exercice c'est le budget 2022 qui couvre les nouvelles mesures socio-fiscales entrant en vigueur pour 2022 et on introduit également les récentes mesures exceptionnelles ont été décidées dans le cadre du contexte de la hausse des prix de l'énergie. Et puis le bilan, dans un deuxième temps, le deuxième exercice, le bilan du quinquennat, l'ensemble des mesures pérennes décidées durant le quinquennat. Donc comment mesure-t-on les effets redistributifs? Alors pour ce qui est du classement des individus, on classe les individus dans ce qu'on appelle des centièmes. Donc on alloue à chaque individu de notre base de données le niveau de vie de son ménage, qui est le revenu disponible corrigé de la taille du ménage. Donc on classe les individus en fonction de cette variable et on les groupe en 100 catégories de taille égale. Donc le premier centième représente 1% de la population, sont les 1% des individus les plus modestes, et ainsi de suite jusqu'au dernier centième pour le 1% des individus les plus aisés. Donc on groupe ces individus à la sorte et on compare 2 scénarios, le scénario réformé, après application des réformes analysées, à un scénario contrefactuel qui renvoie à ce qu'aurait été la législation socio-fiscale en l'absence des mesures analysées. Alors après, lorsque il peut y avoir des réactions comportementales à des mesures socio-fiscales, nous en modélisons quelques-unes. Donc tout d'abord le non-recours, nous modélisons le non-recours à la prime d'activité et au revenu de solidarité active, et nous mesurons également des réactions comportementales pour ce qui est de la fiscalité indirecte, donc tabac, énergie.
Alors c'est un modèle donc statique, dit statique, c'est-à-dire à une période. Donc pour certains dispositifs, ça pose un peu problème, notamment pour la réforme de l'assurance chômage. Pour simuler correctement donc cette réforme, nous avons besoin de l'historique des individus sur le marché du travail. Donc là, pour ce qui est de cette réforme, nous reprenons les résultats de la DG Trésor, publiés dans le rapport économique, social et financier. Donc je remercie la DG Trésor pour les échanges que nous avons pu avoir sur ces résultats. Alors, donc, avant de passer aux résultats, donc, nous allons donc présenter l'ensemble des effets redistributifs donc, par centième. Donc, en toute chose, donc, voici donc, la distribution des niveaux de vie avant réforme pour chaque centième. Donc, voici les valeurs. Alors, on a repéré donc, quelques valeurs clés qui peuvent aider donc, à rendre les choses plus concrètes. Donc, par exemple, pour le 10e centième, donc, ça correspond donc, à des individus dont le ménage a un niveau de vie de 972 € par mois. Au niveau du 50e centième, du centième du milieu, on a 1842 € par mois. Et au niveau du 75e, à 2449 € par mois. Donc maintenant, je vais passer donc aux effets du budget 2022 sur les ménages. Donc pour ce qui est du budget, donc relativement peu de mesures pérennes d'un point de vue socio-fiscal. Elles sont les suivantes. Donc on a le dégrèvement de la taxe d'habitation, le nouveau dégrèvement qui passe de 30 à 65% pour les 20% des ménages les plus aisés. On a donc un abattement sur les revenus du conjoint pour l'allocation adulte handicapé et aussi les récentes annonces donc relatives au contrat d'engagement que nous ne simulons pas ici. Mais aussi des mesures exceptionnelles, donc temporaires, donc dans le cadre de la hausse du prix de l'énergie, avec une aide exceptionnelle donc pour le chèque énergie et l'indemnité inflation donc de 100 €. Donc voilà, là, ceci reprend les mesures que je viens de lister avec donc les chiffrages gouvernementaux pour un total de 8 milliards de dépenses au titre de l'ensemble de ces mesures. Alors les effets redistributifs donc, sont suivants, donc exprimés en pourcentage du niveau de vie des ménages. On a des effets à 3% pour le tout premier centième. Ces effets donc, décroissent jusqu'à environ 70e centième pour ensuite recroître, et ce du fait du dégrèvement de la taxe d'habitation. Lorsqu'on décompose par mesure, donc on a les résultats suivants. En fait, on voit que le caractère donc, décroissant de la courbe est dû à l'indemnité inflation et donc au caractère forfaitaire de cette indemnité. Donc c'est une indemnité de 100 €. Forcément, 100 € rapportés au niveau de vie d'un ménage donne un pourcentage d'autant plus important que le dénominateur, à savoir le niveau de vie, est faible et donc que le centième est faible également. Donc voilà, ici il y a un court résumé de ce que je viens de dire. Peut-être une dernière précision donc sur la hausse actuelle des prix de l'énergie. Donc nous n'avons pas pris en compte certaines mesures aussi exceptionnelles qui ont été mises en place, comme le gel du prix du gaz, comme la limitation de la hausse des tarifs de l'électricité. Donc là cela nécessiterait donc une analyse spécifique qui est hors du cadre de cette étude, qui est une analyse donc relative au marché, au prix de l'énergie, à l'impact qu'auront ces mesures sur donc les prix des fournisseurs. Et donc là, ce n'est pas dans le cadre de cette étude. Nous nous sommes fixés sur tout ce qui relevait plutôt du monétaire, les indemnités et le chèque énergie. Voilà, donc maintenant, nous allons passer aux effets cumulés donc de l'ensemble du quinquennat et je passe la parole à Paul Dutronc-Postel. Donc, merci Brice et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Paul Dutronc-Postel, je suis économiste à l'IPP. Et donc je vais vous présenter notre analyse des effets cumulés des années 2017-2022 en ce qui concerne les mesures socio-fiscales à destination des ménages. Et donc avant de rentrer dans le détail de l'analyse et des effets qu'on va vous présenter, je voudrais revenir un tout petit peu sur le champ des mesures prises en compte qu'a déjà évoqué Brice. Donc les mesures qui sont à l'étude dans cette partie sont les mesures qui ont été prises durant le quinquennat. Et donc ici le critère de sélection qu'on va adopter, c'est vraiment la date de décision concernant chaque mesure socio-fiscale. Alors parmi ces mesures prises durant le quinquennat, on va se limiter aux mesures pérennes, c'est-à-dire qu'on va exclure de l'analyse un certain nombre de mesures temporaires ou d'urgence, donc au premier titre desquelles les mesures d'urgence durant la crise sanitaire, donc qui ont été évoquées pendant la présentation de l'équipe entreprise, mais aussi les mesures exceptionnelles qu'a évoqué Brice, qui ont été prises du fait de la hausse des prix de l'énergie cet automne. Et enfin, parmi ces mesures pérennes,
prises durant le quinquennat, on va les examiner une fois pleinement montées en charge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne avant tout deux ensembles de mesures. Donc d'abord la suppression de la taxe d'habitation, dont on va considérer dans notre modélisation qu'elle a été totalement supprimée. C'est-à-dire qu'on va anticiper la suppression totale de la taxe d'habitation qui est programmée pour 2023 et on va considérer dans notre système socio-fiscal, à l'issue des mesures socio-fiscales du quinquennat écoulé, que celle-ci a été totalement supprimée. Et puis ça concerne également l'augmentation des taux de cotisation et de taux d'appel pour les régimes de retraite complémentaires Agirc-Arrco, dont on va également considérer qu'elles ont pleinement monté en charge à l'issue du quinquennat. Et pour reprendre ce qu'expliquait Brice, en faisant cette sélection de mesures socio-fiscales, on va se donner un système socio-fiscal tel qu'il est de manière pérenne et de manière durable à l'issue du quinquennat, qu'on va comparer à un système socio-fiscal contrefactuel, que lui, on fige en 2017, au moment en mai 2017, disons, et que l'on va faire évoluer selon l'évolution normale, disons, des paramètres du système socio-fiscal. Et c'est en faisant la comparaison entre ces deux systèmes socio-fiscaux, à l'échelle individuelle des ménages et des individus, qu'on va pouvoir détailler un petit peu les effets totaux et les effets spécifiques à chaque dispositif sur le revenu disponible et sur le niveau de vie des ménages. Alors, justement, cet effet... Alors, oui, juste pour rappeler un petit peu quelles sont ces mesures dont je viens de vous détailler le principe. Alors, pour ce qui est des prélèvements obligatoires, ils sont détaillés dans ce tableau. Donc, la plus importante en termes de variation de recettes publiques, c'est la suppression de la taxe d'habitation, hein, qui est chiffrée à 18,5 milliards d'euros dans le rapport économique, social et financier de 2022. Et puis, à cette suppression de la taxe d'habitation, va s'ajouter un ensemble de mesures sur les prélèvements obligatoires, donc soit avec des effets négatifs sur les recettes publiques, donc une série de mesures sur l'impôt sur le revenu, donc la réforme du barème de 2020, l'exonération et défiscalisation des heures supplémentaires, d'autres mesures sur les revenus du capital ou sur la détention de patrimoine, donc la suppression ISF, création IFI, ou la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Et puis d'autres mesures qui, elles, ont un effet positif sur les recettes publiques, et notamment des hausses de fiscalité sur la fiscalité indirecte, c'est-à-dire des hausses de fiscalité énergétique et de la fiscalité du tabac. Donc voilà pour les prélèvements obligatoires. En ce qui concerne les prestations sociales, là encore, il y a des effets différenciés, des effets à la hausse et des effets à la baisse. Donc parmi les effets à la hausse, un ensemble de revalorisation de certaines prestations sociales, donc au premier rang desquelles la revalorisation de la prime d'activité, mais aussi revalorisation de l'ASPA, du minimum vieillesse ou de l'AAH ou du chèque énergie. Et du côté des sous-revalorisations ou des baisses de prestations sociales, on compte par exemple la sous-revalorisation de certaines prestations familiales ou de prestations sociales en 2019 et 2020, la sous-revalorisation des retraites d'abord en 2019 puis en 2020, et puis la réforme de l'assurance chômage et celle des aides au logement. Avec cette petite précision que dans l'effet des aides au logement, ici le 1.1 correspond à la contemporanéisation des ressources, donc qui a un effet très spécifique, d'ailleurs étudié par l'IPP dans un précédent rapport. Donc, qu'est-ce que nous donne cet ensemble de mesures socio-fiscales, hein, et ces agrégats de prélèvements obligatoires ou de prestations sociales sur l'ensemble de la distribution? Eh bien, ça nous donne ça. Donc ça, c'est un graphique qui vous représente en fonction du niveau de vie des ménages en abscisse, hein, donc avec toujours la population divisée en centièmes de taille égale allant de 0 à 100 avec un niveau de vie croissant de gauche à droite, et puis en ordonnée, l'effet moyen pour les individus du centième considéré en termes de variation en pourcentage du niveau de vie avant l'application des mesures socio-fiscales. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? La première chose qui saute aux yeux, c'est une augmentation quand même assez générale du niveau de vie sur pratiquement l'ensemble des centièmes de la population, hein, d'en moyenne 1,59%. Alors si on prend ensuite le profil de cette distribution, hein, le profil des effets, si on les prend par exemple de gauche à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord pour les premiers centièmes de la distribution des effets assez irréguliers et assez faibles en valeur relative au niveau de vie, alors qui se rapporte à une population qu'il est assez difficile d'appréhender. Donc on recommande à l'IPP la prudence sur l'interprétation de ces premiers centièmes, puisque alors il y a certes dans ces centièmes de la population des ménages avec des niveaux de vie très faibles et très modestes de manière pérenne, mais il y a également d'autres populations plus hétérogènes
qui se retrouvent dans ces centièmes de manière plus transitoire. Par exemple, vous aurez dans ces centièmes des indépendants qui auront un revenu d'activité très faible une année donnée, ou des individus avec un fort patrimoine mais très peu de revenus d'activité. Donc on recommande quand même un peu la prudence sur ces premiers centièmes. Alors après ces premiers centièmes, qu'est-ce qu'on voit? On voit un profil globalement décroissant depuis le 6e, 7e centième, 15e centième, donc où les effets moyens sont de l'ordre de 2,1%, qui décroît jusqu'à environ la médiane, et avec des effets qui se stabilisent à environ 1,3% d'augmentation du niveau de vie, avec un profil qui remonte ensuite jusqu'au 75e centième et se stabilise à environ 1,8%, redécroît jusqu'au 97e, 98e centième, et puis pour le dernier centième de la distribution, le centième qui correspond aux individus au niveau de vie le plus élevé de la population, un effet très concentré et très élevé, puisqu'il atteint 2,8% d'augmentation du niveau de vie à l'issue des mesures socio-fiscales du quinquennat. Donc alors, une fois qu'on a bien décrit et qu'on a bien en tête ce profil total de l'effet des mesures socio-fiscales sur le niveau de vie des ménages, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu des forces qui l'expliquent? Alors pour expliquer ce profil, qu'est-ce qu'on fait? On va décomposer cette évolution globale par dispositifs concernés. Donc ici, vous avez en différentes couleurs les effets spécifiques de différents dispositifs qu'il s'agit ensuite d'empiler, juste pour faire le total. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour faire simple, on va avoir un certain nombre de dispositifs qui vont avoir un effet globalement plus régressif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets plus faibles et croissants avec le niveau de vie. Donc plus faibles, voire même négatifs ou très négatifs pour les ménages les plus modestes, et puis plus élevés, plus positifs pour les ménages les plus aisés. Donc alors parmi ces dispositifs, qu'est-ce qu'on peut compter? On peut compter par exemple la taxe d'habitation, qui a ce profil croissant avec le niveau de vie qui se stabilise aux alentours du 30e centième. Il y a aussi la fiscalité indirecte, qui a un effet tout à fait linéaire et décroissant avec le niveau de vie. Et puis l'impôt sur le revenu, qui là aussi a un effet avant tout sur la deuxième moitié de la distribution, c'est-à-dire la moitié la plus aisée de la distribution. Et alors également, au rang de ces mesures qui ont un effet plus positif pour les ménages les plus aisés, on peut trouver par exemple la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI, qui a un effet très positif tout en haut de la distribution. Alors c'est pas tout, évidemment c'est pas tout, puisqu'il y a aussi d'autres mesures socio-fiscales qui ont été prises pendant ce quinquennat, d'autres ensembles de mesures qui, elles, ont un effet plutôt contraire, plutôt dans l'autre sens. Et donc au premier rang de celles-ci, il y a les prestations sociales. Donc les prestations sociales, où l'on voit, donc ça c'est l'ensemble rose ici, là, où on voit qu'il y a un effet très fort, très positif pour les ménages plus modestes, et un effet qui va en s'amenuisant jusqu'à environ la médiane de la distribution, et qui devient même légèrement négatif pour la deuxième moitié de la distribution, ce qui est un effet qui s'interprète avant tout par la réforme des aides au logement. Donc on peut zoomer sur ces prestations sociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, en zoomant et en décomposant à l'intérieur de cette masse rose que je viens de vous décrire, selon les différentes prestations sociales, on voit réellement que différentes prestations sociales ont eu des effets très différenciés selon les dispositifs. Donc là, on retrouve l'effet de la prime d'activité. Donc ici, alors j'ai oublié de le préciser, mais cet effet de la prime d'activité inclut la hausse du recours à la prime d'activité qui a été observée à l'issue de la réforme. Donc on a un effet très positif de la prime d'activité sur les ménages les plus modestes, qui va en s'amenuisant jusqu'au 50e centième, et à l'inverse, des sous-revalorisations pour les prestations familiales dans leur ensemble, et aussi pour les aides au logement, qui vont au contraire avoir un effet plus négatif sur les ménages les plus modestes. Donc voilà, c'est en zoomant sur les prestations sociales, on voit qu'elles recouvrent des réalités quand même assez différentes. Alors, pour résumer là, ce que je viens de vous dire, donc là, on va avoir un profil de redistribution qui est globalement décroissant du début de la distribution jusqu'à la médiane, qui remonte ensuite sous l'effet de l'impôt sur le revenu, qui se stabilise au 75e centième, redescend jusqu'au 97e centième, et puis un effet très concentré pour le 1% des individus les plus aisés, de l'ordre de 2,8%. Comme je vous l'ai dit, les effets globaux positifs de certains ensembles de dispositifs sont en fait composés d'effets qui parfois vont dans des sens différents. Et alors l'autre observation vraiment très importante de notre analyse, un jalon de notre analyse, c'est que certains dispositifs vont avoir un effet très différencié selon le statut d'activité des individus. Et alors ça va être particulièrement le cas de deux dispositifs, à savoir la bascule de CSG cotisation sociale. Donc pour rappel, pour les personnes qui auraient pu l'oublier, cette bascule, c'est une augmentation de la CSG donc généralisée sur tous les revenus,
à l'exception des revenus du chômage, et qui a été compensée pour les ménages actifs par une baisse de cotisation sociale, qui donc pour les ménages actifs a été plus que compensée par cette baisse de cotisation sociale, alors que pour les pour les individus non actifs, elle n'a pas été compensée, puisque ne payant pas de cotisation sociale avant la réforme, ils n'ont subi que la hausse de CSG. Donc évidemment là on voit que c'est un dispositif qui a un effet très différencié en fonction du fait que l'individu est actif ou pas. Et donc pour voir quel est le profil spécifique de ces mesures qui sont très différenciées selon le statut d'activité des individus, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plusieurs choses. Donc la première chose qui est assez simple à faire, c'est de vous remontrer le graphique global des effets des mesures socio-fiscales, mais cette fois-ci en se concentrant uniquement sur les ménages dont la personne de référence est en statut d'activité. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique-là, donc qui reprend le même que le premier que je vous ai montré. En gros, ce qu'on voit, c'est que des effets globalement beaucoup plus positifs et beaucoup plus importants, qui sont supérieurs à 3% dans la plupart des centièmes, à l'exception du milieu et du bas de la distribution. Et puis avec toujours ces courbes en U, avec des effets très forts aux alentours de 5% tout en bas de la distribution, qui descendent jusqu'à la médiane et qui remontent tout en haut de la distribution. A l'inverse, si je fais le même exercice, si on vous propose le même exercice sur les ménages dont la personne de référence est retraitée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça. Donc du coup, là, l'échelle est la même. Donc comme l'échelle est la même, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les effets sont globalement beaucoup plus faibles, et d'ordre un peu plus irrégulier aussi, puisque sur la majeure partie de la distribution des ménages, des individus, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, en gros, les augmentations de CSG, les sous-revalorisations de pensions de retraite sont en gros, et la fiscalité indirecte sont en gros compensées par les baisses d'hier et la suppression de la taxe d'habitation. Et c'est pour ça que sur la majeure partie de la distribution, les effets sont en fait assez limités, à l'exception de la revalorisation du minimum vieillesse, donc on voit très bien ici, et qui intervient aux alentours du 6e, 7e, centième de la distribution, qui est très localisé, et qui a un effet très positif sur les ménages retraités les plus modestes. Voilà. Alors une deuxième manière de représenter cet effet vraiment différencié des mesures socio-fiscales selon qu'elles touchent différentiellement les actifs et les non-actifs ou pas, c'est de s'intéresser à l'ensemble des mesures qui justement ne sont pas différentielles selon le statut d'activité des individus. Alors ça, en quoi ça consiste ? Ça consiste assez simplement en ce graphique, qui est la même décomposition de ce que je vous ai présenté auparavant. C'est la même, à deux exceptions près. On a retiré l'effet de la prime d'activité, qui ne touche que les personnes qui sont éligibles à la prime d'activité, et l'effet de la bascule de CSG cotisation. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces dispositifs qui sont détaillés sur la droite ? Alors, on voit cette décomposition-là, et pour vous rendre la lecture plus facile, on fait le total de toutes ces mesures, donc un sous-total de l'ensemble des mesures. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un profil qui, là, est quand même globalement croissant, avec des effets assez négatifs sur les ménages les plus modestes, sous l'effet notamment de la fiscalité indirecte. Des effets qui s'annulent aux alentours du 30e centième, qui deviennent positifs et qui croissent jusqu'au 75e centième, qui ensuite forment une espèce de plateau, décroissent un petit peu en haut de la distribution, et puis un effet très, très important sur les ménages les plus aisés de la distribution, et avec toujours donc, ce minimum vieillesse qui intervient ici au 6e et 5e centième de la distribution. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est vraiment de cette distinction des mesures socio-fiscales qui vont toucher très différentiellement les types de ménages. Alors, je pense que le deuxième enseignement que l'on a retiré de cet exercice de cumuler de toutes les mesures issues du quinquennat, c'est un enseignement à la fois sur le fond des mesures, mais aussi sur la méthode et sur ce qu'on peut faire des données qui te sont disponibles. Et cet enseignement, c'est vraiment l'hétérogénéité qui peut exister entre les ménages de niveaux de vie différents à une granularité très très fine. Et quand on parle de granularité très très fine, donc ici, là, on vous propose un zoom à l'intérieur du top 1. Donc là, on est vraiment... Alors, je ne l'ai plus, mais c'est le graphique tout début, sur lequel on a zoomé sur la dernière barre. Donc c'est vraiment le centième qui a été divisé lui-même en 10 catégories. Donc là, on voit les 10 derniers millièmes de la distribution des niveaux de vie, et on voit à l'intérieur de ce dernier millième qu'il y a des situations très différentes, puisque l'effet global moyen des mesures socio-fiscales sur le 991e millième, donc le tout début du top 1%, il est de l'ordre de 1,8% d'augmentation du niveau de vie, tandis que l'effet sur le dernier millième, donc le millième de la distribution des niveaux de vie, qui est ici,
là, il voit son niveau de vie à l'issue des transformations de mesures socio-fiscales prises pendant le quinquennat, mesures pérennes, et il voit son niveau de vie augmenter en moyenne de 4%. Et donc, comment ça s'explique ? Ça s'explique par l'effet très spécifique de certaines mesures socio-fiscales très ciblées, donc l'introduction du PFU et la suppression de l'ISF et l'introduction de l'IFI, qui ont des effets très spécifiques sur des types de revenus, des types de patrimoine qui sont distribués de manière très hétérogène à un niveau très très fin. Donc en fait, quand on zoome sur cette distribution de revenus, on voit que la structure des revenus se distord, enfin se change très très rapidement à l'intérieur de catégories très très fines de revenus. Donc c'est là, pour nous, un enseignement très utile parce que d'une part, on arrive à très bien comprendre l'effet de ces mesures spécifiques et d'autre part, c'est aussi un enseignement sur les avancées méthodologiques qui sont permises par la mobilisation de données fiscales exhaustives pour le haut de la distribution et donc qui nous permettent vraiment d'apprécier cette hétérogénéité très fine en termes d'effet sur le niveau de vie des ménages. Donc voilà un peu les deux grands enseignements de notre analyse du cumulé du quinquennat. Hein. Ce sont d'abord des effets globalement très positifs sur les individus actifs, et donc les ménages actifs, hein, dont la personne de référence est active, qui vont bénéficier de la prime d'activité, de la bascule CSG, cotisation sociale, et d'autres mesures telles que la taxe d'habitation, et qui voient ainsi leur niveau de vie augmenter de 3,5% en moyenne, alors que des ménages sans actifs bénéficient certes de la revalorisation, donc les ménages retraités par exemple, bénéficient certes de la revalorisation de l'ASPA tout en bas de la distribution, mais ensuite voient leurs évolutions de niveau de vie globalement être assez limitées, puisque différents dispositifs sociofiscaux se compensent. Hein. Donc on repense à la suppression de la TH et la baisse de l'IR, qui ont un effet plutôt positif, et puis une hausse de la CSG, une sous-revalorisation des retraites et une hausse de la fiscalité indirecte, qui ont plutôt un effet négatif. Alors, enfin, on a identifié au sein de catégories très fines de revenus, notamment tout en haut de la distribution des niveaux de vie, des effets très spécifiques de certaines mesures très ciblées, hein, qui donc font voir leurs effets très hétérogènes quand on les apprécie de manière très fine. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les grands enseignements de notre analyse des mesures socio-fiscales du quinquennat. Et je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Chloé Lallemand, qui va vous en présenter la comparaison avec d'autres résultats sur les mêmes ensembles de mesures, ou sur la même période. Merci Paul. Donc, bonjour à tous. Donc, pour finir cette présentation sur le bilan du quinquennat, je vais vous présenter un exercice de comparabilité du bilan redistributif qu'on a pu faire. Donc, pourquoi comparabilité ? Donc, à l'IPP, on développe un modèle de microsimulation statique, TAXIP, mais nous ne sommes pas le seul institut à faire ce type de modèle et donc à produire ce type de résultats. Notamment, l'INSEE, l'OFCE et la Direction générale du Trésor ont aussi leur modèle de microsimulation statique et produisent des bilans redistributifs des mesures socio-fiscales. Et a priori, ces différents modèles peuvent donner des résultats assez différents. Pourquoi ? Parce que les modèles de microsimulation sont des modèles complexes qui reposent sur des choix et des outils qui peuvent varier. Des outils parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes données et tout le monde n'a pas le même champ de mesures étudiées, et des choix puisque un modèle de microsimulation repose sur un certain nombre d'hypothèses et chaque institut peut faire des hypothèses différentes. Alors, du coup, si on n'explique pas ces différences, clairement, ça peut rendre très difficile la compréhension des résultats que chaque institut produit. Donc ce qu'on a essayé de faire ici, donc déjà c'est pas seulement aujourd'hui, mais ça fait déjà longtemps qu'on est en dialogue entre différents instituts, qu'on mène des projets pour comparer nos résultats, pour essayer de les comprendre et identifier les différences. Et ici, dans cette présentation, on a cherché à comparer les résultats que vient de vous présenter Paul avec les récentes analyses de la Direction générale du Trésor qui, comme chaque année, publie dans le rapport économique, social et financier le bilan du cumulé du quinquennat. Donc, qu'est-ce que donne le bilan du cumulé du quinquennat selon la Direction générale du Trésor ? Il donne ce graphique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit, comme dans la partie précédente qu'on vous a montré, les effets de l'ensemble des mesures décidées, mises en place pendant le quinquennat sur le niveau de vie. De la même manière que ce qu'on vous a présenté précédemment, les individus sont rangés en fonction de leur niveau de vie avant les réformes. Et la seule différence ici, c'est que la population n'est pas divisée en 100, mais en 10 catégories. Donc,
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation du niveau de vie sur toute la population, avec notamment des effets très forts positifs sur le premier dixième. Donc, qu'est-ce que ça donne si on compare ces résultats aux nôtres? Ça donne cette courbe. Donc, en rouge, les résultats de la DG Trésor, et en bleu, nos résultats. Donc, on constate tout de suite de pas mal de différences entre nos résultats et les résultats de la Direction Générale du Trésor, notamment des gains qui sont en moyenne plus faibles pour les résultats de l'IPP, et des écarts qui sont d'autant plus importants dans le bas de la distribution, avec une différence de 3 points de pourcentage entre les résultats de la DG Trésor et nos résultats. Donc bien sûr, on a essayé de comprendre si on pouvait expliquer ces résultats et qu'est-ce qui les expliquait. On a trouvé un certain nombre d'éléments qui permettaient d'expliquer tout ça. Donc tout d'abord, une différence de champ. Dans notre analyse, on a décidé de considérer que les mesures du quinquennat étaient l'ensemble des mesures qui a été votées, décidées pendant le quinquennat. La Direction Générale du Trésor considère que non pas que ce sont l'ensemble des mesures votées, mais l'ensemble des mesures mises en place durant le quinquennat. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quelques mesures mises en place à la fin du quinquennat précédent, votées lors du quinquennat précédent, mais mises en place à la fin de l'année 2017 ou durant l'année 2018, sont pris en compte par la DG Trésor, mais pas par nous. Il s'agit de la généralisation du chèque énergie à l'ensemble du territoire, la revalorisation de certaines prestations sociales et la modification du crédit d'impôt emploi à domicile. D'autre part, on a une différence de champ législatif. Ça compte pour la fusion de la GERCARCO et la hausse des taux de cotisation, qui est une mesure discutée et décidée par les partenaires sociaux, qui est issue d'une négociation des partenaires sociaux, qui est dans notre champ, mais hors du champ de la DG Trésor. Une autre différence, c'est la considération de la montée en charge totale des mesures que l'on a fait dans notre bilan. Cela joue pour la taxe d'habitation, qui, comme l'a dit Paul, est supprimée totalement en 2023. La DG Trésor, regardant les effets à l'horizon 2022, ne prend pas en compte la dernière tranche de dégrèvement, alors que nous la prenons en compte. Enfin, quelques différences dues à des contraintes techniques. Certaines mesures mises en place pendant le quinquennat, qui sont d'ordre assez faible, mais qui sont quand même présentes, nous ne les avons pas pris en compte par absence d'informations permettant de les simuler. Dernière hypothèse importante, ce sont les hypothèses comportementales sur la fiscalité indirecte. Sur la fiscalité tabac, nous prenons en compte une élasticité de 0,5 qui est issue de la littérature sur le sujet. La DG Trésor choisit une élasticité un peu plus importante car elle considère que l'ensemble des mesures mises en place va augmenter cette élasticité. Alors, petite note, l'élasticité de 0,63, c'est l'élasticité qu'on a retrouvée en faisant les calculs. Ce n'est pas forcément l'élasticité exacte de la DG Trésor. Et sur la fiscalité énergétique, alors qu'on considère une répercussion totale de la hausse des taxes sur les prix, la Direction Générale du Trésor ne considère une hausse que de 2/3, avec du coup une absorption du choc de hauteur de 1/3 par les entreprises, avec une réduction de marge. Donc, une fois qu'on a identifié toutes ces différences, on a essayé de reproduire les résultats de la Direction Générale du Trésor en prenant les hypothèses qu'on a pu identifier. Et qu'est-ce que ça donne? Donc je vous remonte le graphique précédent. Et cette fois-ci, on ajoute en pointillé notre propre simulation de quinquennat, mais sous les hypothèses de la DG Trésor que l'on a pu identifier. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ces hypothèses clairement identifiées expliquent une bonne partie des différences entre la DG Trésor et nous. Notamment, on arrive à retrouver une hausse un peu plus importante en moyenne des gains sur le niveau de vie, principalement due aux hypothèses sur la fiscalité indirecte, et on arrive aussi à trouver des gains plus importants pour le premier dixième de niveau de vie, sous l'effet notamment des mesures prises à la fin du quinquennat précédent et en dehors de notre champ. Donc on n'explique bien sûr pas toutes les différences, parce qu'on n'a toujours pas les mêmes modèles, on n'a toujours pas les mêmes données, mais quand même, c'est plutôt, on peut voir clairement l'impact des hypothèses sur les résultats. Donc pour conclure rapidement cette présentation, sur le budget 2022, peu de mesures pérennes, mais la principale mesure étant la dégrèvement de la taxe d'habitation, des mesures qui jouent plutôt en haut de la distribution, des aides exceptionnelles qui jouent plutôt en bas de la distribution du fait du caractère forfaitaire de l'indemnité inflation. Sur le bilan redistributif du quinquennat, on observe une hausse globale du revenu disponible qui concerne tous les centièmes de niveau de vie, avec un rôle crucial du statut d'activité, puisque des mesures ont été mises en place spécifiquement pour cibler les actifs. Et des réformes indépendantes du statut d'activité qui sont plutôt un effet croissant en moyenne avec le niveau de vie. Sur ce budget cumulé,
toujours. Un point de vigilance, il faut garder en tête que les mesures qu'on regarde sont une toute petite partie d'une mesure de quinquennat. Il s'agit des mesures socio-fiscales. On peut le voir par l'effet global plutôt positif, donc il faut bien garder en tête que ce n'est pas l'ensemble des mesures. Et nous regardons un effet en coupe pour une seule période, sans prendre en compte les effets comportementaux que peuvent engendrer ces mesures. Enfin, sur la comparabilité de l'exercice avec la Direction générale du Trésor, des résultats de nature différente à première vue, mais qui sont en grande partie expliqués par la compréhension des hypothèses faites. Sur ce point, pour continuer l'objectif de comparabilité de nos modèles et de transparence, nous prévoyons de publier le code de TAXIP 2.0 et sa documentation au prochain semestre. Merci de votre attention. Alors on va prendre maintenant quelques questions. Donc je vais prendre les questions, disons, par groupe de 3. Oui, bonjour. Alors il y a une question qui est posée sur Zoom, donc qui porte a priori plutôt sur la première partie de la présentation, de Mathieu Castagnet-Lacroix. Si l'on prend en compte l'indemnité inflation et plus largement les mesures portant sur le coût de l'énergie, est-ce que cela fait rebasculer du côté des gagnants du quinquennat tout ou partie des ménages des 5 premiers centiles ? Bonjour, merci beaucoup. Mathias André de l'INSEE. Donc je vous remercie vraiment pour la clarté du propos qui s'améliore et la transparence de l'exercice complexe qui s'améliore d'année en année, notamment l'exercice de comparabilité avec les autres exercices. Je sais que c'est pas facile pour le faire, donc merci. Moi j'aurais des questions qui sont plus ou moins techniques, donc si les questions sont trop techniques on peut en parler plus tard. Mais sur PFU et SF, est-ce que vous prenez quelle méthode? Est-ce que vous prenez celle de votre premier exercice ou de votre deuxième? En gros, est-ce que c'est plutôt une imputation ou alors vous arrivez à recroiser avec la distribution de niveau de vie en simulant? Parce que ça me semble très concentré tout en haut. Deuxième question sur la TH, c'est pas une suppression totale, c'est avec, il reste sur les résidences secondaires. Alors sauf erreur, c'est pas sûr que vous puissiez enfin, vous pouvez le faire, le repérer, mais c'est un peu plus coûteux, donc est-ce que vous avez le temps de le faire ou pas? Ensuite, est-ce que vous avez fait, si possible, sans effet de comportement, notamment sur la fiscalité indirecte, parce que les effets peuvent être assez forts, et notamment à l'INSEE, on présente souvent les deux scénarios. Et après, un point général, à mon avis, en comparant avec la DG Trésor et à mon avis avec l'INSEE, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de différence de méthode, notamment sur vraiment le classement des individus. Et en fait, ce que vous observez en bas, c'est juste parce que d'habitude, dans les modèles type Saphir, Ines, on n'a pas ces ménages collectifs, les gens qui sont dans les maisons de retraite ou dans les prisons. J'ai vu que vous avez exclu les cités universitaires, mais en fait, du coup, vous allez avoir des gens qui vont avoir des revenus très faibles, et donc ça va tirer un peu par le bas. Et justement, j'ai l'impression que la distribution de l'effet de la prime d'activité, elle est tirée par le bas. En gros, la prime d'activité, la prime de 100 €, c'est plutôt autour du SMIC, donc c'est plutôt autour de D3, D4, alors que vous, on la voit plutôt entre D1 et D2, alors que c'est surprenant. Et pareil pour les retraites, vous avez beaucoup d'effets des retraités au sein du D1. En fait, les gens du D1, c'est des gens qui ont moins de 800 €, donc normalement, il n'y a pas de retraités avec le minimum vieillesse. Donc à mon avis, il y a à creuser cette distribution des effets. Voilà, je vous remercie, c'est toujours aussi passionnant. Merci. Alors du coup, là il y a pas mal de questions, donc je vais répondre maintenant. Alors pour ce qui est des indemnités exceptionnelles, est-ce que ça fait basculer les 5 premiers centièmes du côté des gagnants? Alors, c'est sûr, si on compilait, clairement, on aurait les effets qu'on observe cumulés sur les 5 premiers centièmes sont plus faibles en valeur que ce que l'on observe côté budget 2022. Donc forcément, là, on aurait bien sûr on aurait des effets positifs au niveau du bas de la distribution. Après, voilà, là, on inclut des mesures exceptionnelles parce qu'on est dans l'exercice qu'on fait chaque année d'inclure les mesures pour l'année à venir, qu'elles soient exceptionnelles ou qu'elles soient pérennes. Et inclure, l'indemnité inflation, c'est juste exceptionnel, donc c'est amené après à
donc à disparaître. Enfin, en tout cas, on ne sait pas ce que nous réservera l'avenir, mais du coup, ce sont des exercices différents et donc on ne préfère pas juxtaposer les résultats de ces deux graphiques. Alors, pour ce qui est du PFU, ISF, IFI, alors, je pense, oui, Mathias, que tu faisais référence au fait qu'avec l'ISF, IFI, on simule ça avec un module à part. Alors, première, deuxième méthode, alors ça dépend de ce qu'on appelle première, deuxième méthode. Alors, c'est la deuxième méthode déjà dans le sens où on utilise les données ISF, IFI. Donc, on ne fait plus d'imputation sur le patrimoine comme on faisait avant. Alors après, pour ce qui est du classement, donc en fait, c'est avec ce que l'on faisait avant, c'est que avec les données ISF administratifs, ISF, IFI, on calculait des effets de la variation de la réforme par centièmes de revenus fiscaux et qu'on superposait avec nos centièmes de niveau de vie. Donc là, ce qu'on fait, en fait, on utilise toujours le même module séparé et on alloue le montant, la variation donc, de revenus disponibles associée à la suppression de l'ISF et à son remplacement par l'IFI, on l'alloue à chaque individu en fonction de son centième de revenu fiscal, comme on faisait avant. Mais par contre, après, on fait le classement en fonction du niveau de vie par ménage. Et donc, en fait, c'est moins concentré qu'avant. Le fait est que si tu compares en fait, les deux résultats, c'est moins concentré qu'avant. Donc, c'est vrai que du coup, ça jouait un peu. Pour ce qui est de la TH, les résidences secondaires, oui, donc tu as raison, donc la suppression de la TH, ça ne concerne que les résidences principales. Ceci dit, nous, en fait, on ne regarde pas les résidences secondaires. Donc la suppression vraiment de la taxe d'habitation, c'est que sur les résidences principales. Donc là, il n'y a pas ce problème-là. Et pour ce qui est du classement, alors pour la prime d'activité, en réalité, mais si je ne me trompe pas, donc alors c'est vrai qu'on ajoute les ménages collectifs. Après, ce qui fait, je pense que là, le facteur le plus important, au final, je pense qu'on a un champ quand même relativement comparable par rapport peut-être à ce qu'on pouvait faire avant dans la mesure où on exclut les ménages étudiants. Et pour ce qui est de la prime d'activité, alors il me semble dans le portrait social 2020 de l'INSEE, en fait, les effets aussi de la prime d'activité sont également concentrés au niveau du deuxième dixième, si mes souvenirs sont bons. En fait, on est plutôt équivalent. Nous, ça nous a surpris aussi de voir que les effets sur la prime d'activité étaient concentrés plutôt en bas de la distribution, alors qu'en fait, c'est au niveau du SMIC. Mais ce que l'on constate, c'est qu'en fait, la plupart des gains associés à la prime d'activité sont associés à des individus qui touchent le SMIC, mais qui en fait ont des enfants, qui ont du coup un montant d'unité de consommation qui les positionne plus bas dans la distribution des niveaux de vie. Alors juste pour la dernière question, fiscalité indirecte sans comportement, est-ce qu'on a fait l'exercice? Oui, Chloé, du coup, et je te laisse répondre. Oui, on a fait l'exercice. Alors, on n'a pas du tout les slides là, mais effectivement, sans effets comportementaux, en fait, on a comparé avec l'INSEE et on retrouve les résultats de l'INSEE sans effets comportementaux, mais on les a pas ici. Oui, c'est ce que je voulais. Oui, en montant, c'est similaire pour la prime d'activité, il me semble, avec France Portrait Social. C'est ce que vous voulez ajouter, Paul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Beaucoup de variabilité. 50-50 de gagnants même la précision ne rend pas droit en réalité à l'hétérogénéité. Je disais, il y a un graphique très intéressant qui est en ligne, qui vous sera montré, qui montre que, en regardant le pourcentage de gagnants et de perdants, même à l'intérieur de chaque classe de revenus, on voit qu'il y a une très forte volatilité. Donc, même l'agrégation au niveau du centième, en fait, ne rend pas droit à l'hétérogénéité extraordinaire qu'on observe. Et puis, peut-être un peu plus provoquant, mais pour juger de l'effet redistributif de l'ensemble des mesures, il y avait une autre statistique simple, il y a une statistique simple, très facile à calculer, qui est de regarder sur les 28 moins 4, c'est-à-dire 24 milliards d'exonération de prélèvements et de charges fiscales, de voir quelle est la part qui va à chaque décile, en quelque sorte. C'est-à-dire quelle est la part des mesures dont bénéficient les 10, les 20, etc. Donc, si je fais un calcul de tête, il y a 24 milliards,
La somme PFU et IFI, ça fait 5 milliards. La taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, c'est autour de 8 milliards. Donc on serait sur quelque chose où les 20% les plus riches, dans mon calcul de coin de table, prendraient la moitié de l'effort de redistribution qui est fait. Donc ça serait quand même une mesure à voir pour regarder, en étant plus précis que ce truc que je dis en l'air, l'impact redistributif, en pourcentage de ce qu'on voudra, mais des mesures qui sont prises, qui permettraient, si je regarde d'un côté l'hétérogénéité et de l'autre ces masses, de voir à quel point ces exercices en réalité sont difficiles à conduire à un jugement définitif sur ce qui est fait. Alors sur ces 2 points, donc premièrement sur perdant-gagnant, donc en effet on a, donc là il n'y avait pas le graphique perdant-gagnant qu'on avait mis à la base. Alors pourquoi? Parce que du coup c'est vrai qu'on c'est toujours à confronter quand même avec les pertes moyennes et les gains moyens au sein des perdants. Alors ceci dit, qualitativement quand même c'est vrai qu'on avait un pourcentage de perdants qui en fait décroissait, qui était plus important en haut, en bas, parce qu'en effet ce que l'on observe c'est que notamment en bas il y a relativement beaucoup de perdants, mais avec des petites sommes justement, parce que voilà, avec les sous-revalorisations des prestations familiales, etc. Alors que donc les gagnants sont moins nombreux, mais gagnent plus ceux qui en fait rééquilibraient la balance. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'on a préféré au final pas le montrer dans la présentation principale. Après, les données seront toujours disponibles en ligne, parce que voilà, il nous semblait que du coup, l'hétérogénéité sortait plus avec des montants moyens par exemple, statut d'activité, qui est la dimension qui nous semble cruciale. Pour ce qui est de la répartition des masses, alors là, donc du coup, on a en annexe, normalement, oui voilà. Donc en fait, là, on a les effets en montant. Alors, c'est pas exactement c'est pas la répartition de la masse, parce que ce sont des variations en montant de niveau de vie. Donc c'est pas du revenu disponible. Donc c'est ramené aux unités de consommation. Donc c'est si on multipliait par la population, ce serait des masses de niveau de vie, pas des masses de revenus disponibles. Mais là, en tout cas, on a une idée, en tout cas qualitative, qui, je pense, se rapproche de ce qu'on obtiendrait si on allouait les masses, en tout cas de l'allocation entre les différents centièmes, vraiment de la dépense supplémentaire ou des recettes en moins entre les ménages. Néanmoins, nous, on préfère quand même toujours la représentation quand même en pourcentage de niveau de vie, justement pour raisonner en termes de taux d'imposition et de dans quelle mesure le système devient plus ou moins progressif. Donc comment le taux d'imposition évolue en fonction du revenu, ou comment cette dépendance en fonction du revenu varie du fait des réformes. Mais en effet, c'est un... Est-ce que... Il y a une autre question là au fond. Allez, il reste 1 minute. Oui. Il y a une question au fond, je crois. Ouais, c'est la dernière question. Alors, merci Shinakita, doctorante. J'ai juste une petite préoccupation au niveau de votre choix de supprimer la taxe sur l'habitation, parce que ce n'est qu'en 2023 que plus aucun foyer n'est censé payer la taxe a priori. Certes, en 2022, elle sera considérablement allégée, mais pourquoi avoir décidé de totalement la supprimer? Merci. Alors... sur la suppression totale de la taxe d'habitation, nous en fait on raisonne en termes, il y a deux variantes, raisonner en termes d'année de décision et raisonner en termes d'année d'entrée en vigueur. On raisonne en termes d'année de décision, on a simulé la suppression totale de la taxe d'habitation, car même si en fait elle finira en 2023, en fait elle est déjà décidée. Et du coup nous ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment à mesurer l'impact des mesures du quinquennat, donc les mesures qui vont rester. Et donc au final c'est vrai que la dernière vague interviendra en 2023, mais c'est juste l'affaire d'un an. Après la suppression de la taxe d'habitation sera totale et a vocation en tout cas à durer donc selon les décisions qui ont été prises.